Bonsoir à tous. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Le week-end, effectivement, la semaine passée, on avait les championnats de France petit bassin. Alors pour ceux qui ne sont pas initiés à ce que ça veut dire exactement, ça ressemble, c'est la même différence entre le tennis en salle et Roland-Garros, ou les championnats de France d'athlétisme en salle et les championnats du monde en plein air, ou du cyclisme, du keirin sur piste et le Tour de France. D'une part parce que le format de la piscine n'est pas le format olympique, on nage en bassin de 25 mètres. Or les compétitions olympiques sont dans un bassin qui fait 50 mètres. Et ensuite, et donc de ce fait-là, les règles, le fonctionnement dans l'eau est vraiment très, très différent. À titre d'exemple, sur un 50 mètres, si vous avez suivi, Florent Manoudou a gagné les 4 50 mètres, le 50 mètres papillon, le 50 mètres dos, le 50 mètres brasse et le 50 mètres crawl dans cette compétition, ce qui est tout à fait remarquable. Mais il faut savoir que sur un 50 mètres comme celui-là, on a le droit de faire 15 mètres sous l'eau. Donc 15 mètres plus 15 mètres, ça fait 30 mètres. Donc en réalité, il a fait 4 fois 20 mètres. Sur chaque course, il nage 20 mètres. Ce qui est effectivement un temps d'effort sur l'épreuve qui est relativement bref. Il s'agit d'environ 5 secondes de natation et 15 secondes de partie immergée. Alors là, il faut nous expliquer, pour les non-initiés, comment ça se fait qu'on fait de la natation sous l'eau. C'est le règlement qui vous permet de faire 15 mètres sous l'eau. Alors évidemment, en petit bassin, dans ce format-là, les nageurs, surtout tels que Florent Manoudou, mais Felipe est un peu le même profil. C'est des gens qui sont très explosifs et qui ont la capacité d'aller très vite sous l'eau en poussant fort sur le mur et en entretenant cette vitesse grâce à des ondulations. Et ils tirent à plein parti de cette technique-là parce que c'est un problème de mécanique de fluide. On va plus vite sous l'eau que sur l'eau. À une certaine profondeur, environ à plus de 50 cm de profondeur, les résistances diminuent et donc les nageurs savent que dans cet endroit-là, tant qu'on peut le faire, parce que la limite évidemment c'est la dette d'oxygène et l'énergie qu'on a, parce que c'est très exigeant sur le plan physique, sur les jambes c'est quelque chose qui fait mal, ça brûle vraiment, et donc ils poussent cet avantage au maximum sur une épreuve brève qui dure environ 20 secondes à 25 secondes selon la nage, un 50 mètres. Ils vont faire 15 à 16 secondes de partie immergée et ils vont nager 5 à 6 secondes au-dessus de l'eau, et c'est la seule partie du spectacle entre guillemets que les gens verront à la télévision ou dans la piscine. Alors pour faire le parallèle, la question c'était petit bain, grand bain. Je fais un peu de pédagogie, j'essaye d'expliquer un petit peu. On n'y connaît rien. Voilà, quelle est notre activité et quelle est la spécificité des épreuves qu'on vient de faire. Donc en bassin olympique, on se retrouve dans une configuration complètement différente parce que évidemment, il y a 2 fois moins de virages. Et donc sur un 50 mètres qui dure, je vous l'ai dit, 25 secondes, quand on est dans un grand bassin, on ne peut faire que 15 mètres sous l'eau, ce qui va durer effectivement les 5 à 6 secondes, mais pendant 20 secondes, ils vont nager. 20 à 25 secondes selon la nage. Donc là, on se retrouve sur des profils de nageurs qui sont différents. C'est-à-dire que vraiment, le terrain de jeu provoque une adaptation et il y a des nageurs qui sont spécialisés dans les compétitions telles que celles que nous venons de faire la semaine dernière. Alors il faut être plutôt explosif, costaud. Il faut être très fort sur les membres inférieurs puisqu'il faut pousser très fort au mur, il faut avoir un excellent départ, il faut être capable de rester longtemps sous l'eau, donc il faut des capacités pulmonaires importantes. Alors je vous dis ça, mais en même temps, de plus en plus, y compris dans le format olympique, les parties techniques, c'est ce que je viens de vous... Les virages, donc, ce qu'on appelle les parties techniques dans la natation, deviennent de plus en plus importantes. Donc tout le monde, y compris en grand bassin, a intérêt à être très performant sur cette partie-là. Parce que ça commence maintenant à être vraiment une des différences importantes qui peut être faite dans la course. Puisque la natation, l'histoire de la natation, c'est un sport jeune. Vous savez, la natation de haut niveau, on va dire qu'elle est née dans les années 60. L'entraînement bi-quotidien, c'est-à-dire 2 fois par jour, avec des charges d'entraînement très importantes, avec progressivement la diététique qui s'y est mise, la recherche, etc. Ça date des années 60-70. C'est un sport jeune et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y bat encore beaucoup de records. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et il y a beaucoup de choses à chercher. L'avancée de la natation aussi, c'est malheureusement les années 60-70 avec les pays de l'Est qui ont triché. Ouh là là, n'allez pas trop vite en besogne. Ouais, mais c'est pour en sortir. On va y venir. C'est pour en sortir quelque chose de positif, si vous voulez. C'est que ces gens-là ont triché, mais ils ont poussé le concept de l'investissement et de la recherche
au bout de ce qu'on pouvait faire dans ces années-là, avec les connaissances de l'époque. Et malgré tout, comme dans toute expérimentation, malheureusement, quand c'est des êtres humains et des gens, il en ressort toujours quelque chose de positif. Et je peux vous dire qu'une partie du fonctionnement et des façons de fonctionner des entraîneurs dans tous les sports doit beaucoup aux Allemands de l'Est, aux Russes de ces années-là, parce qu'ils ont fait des choses qui sont inhumaines, mais finalement, ils ont fixé les limites, certaines limites. Ils ont renseigné sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, en tout cas en étant réglo. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle la natation continue de progresser. Alors, pour revenir sur les parties techniques, c'est devenu un élément très important qui fait la différence. Actuellement, il y a, dans une grande compétition mondiale, 30 à 40 nageurs qui se tiennent dans quelques centièmes. Voilà, donc quelques centièmes, ça veut dire que même des professionnels, même un professionnel, quand il est au bord du bassin, d'un 50 mètres et d'un 100 mètres, je vous garantis, à quelques secondes de l'arrivée, il est quasi impossible de savoir qui va gagner. Une question technique qui me vient à l'esprit. Comment ils font pour savoir quand il faut tourner ? Enfin, vous savez non, mais moi, je me suis souvent posé la question. C'est-à-dire que quand on nage, quand on fait du dos, ils savent exactement à quel moment. Alors, il y a des repères au plafond ou ça se passe comment ? Non, il y a des drapeaux. Donc je pense que la question concerne le dos. En fait, le dos et même les autres. Le crawl, il voit bien le mur quand même. Hein. Il voit le mur. Ouais. C'est-à-dire que s'ils ne le voient pas, ils vont se faire mal. Ça arrive, mais ils vont se faire mal. Sur le dos, il y a des drapeaux. Alors, mais je précise quand même, parce que même sur le crawl, il faut tourner au bon moment. C'est-à-dire que si c'est 10 cm avant, il ne touche pas le mur, ou il le touche trop vieux. Voilà. Ah, ça ressemble à de la Formule 1, hein, effectivement. Florent Manodou, d'ailleurs, ce week-end, a réalisé quelque chose d'assez incroyable. Le premier jour, il fait le 50 mètres nage libre, il loupe son virage. Il nage 21,10, qui est une performance moyenne pour lui. Et le dernier jour, au départ du relais, il a refait un 50 mètres parce que la compétition lui permettait. Il a réussi son virage. Il nage 60 centièmes plus vite. Il nage 20,50. Il a failli battre le record du monde. Et à cette vitesse, 20,50 ou 21,10, c'est pratiquement 1,80 m d'écart sur une course qui dure 50 mètres. Vous voyez, c'est la longueur d'un être humain, quoi. La différence en 4 jours sur le virage, c'est 2 mètres d'écart. Tout ça sur une faute technique de ce virage qu'il a loupé. C'est comme la Formule 1. Alors là, il y a une grosse habitude, mais bon, c'est une activité humaine comme l'est le sport, et donc l'erreur fait partie du jeu, et il faut essayer de l'éviter. Le dos, alors, le dos. Et donc le dos, il y a des drapeaux dans un bassin. Donc je vous invite tous à venir visiter notre magnifique centre d'entraînement où nous sommes en configuration compétition et préparation de haut niveau 365 jours par an. Et donc vous allez voir quelque chose d'assez marrant, c'est qu'il y a des drapeaux tout autour du bassin, au-dessus du bassin, hein, à 5 mètres avant l'arrivée du mur. Et donc le drapeau est environ à 2 mètres de haut, et quand les nageurs arrivent, à partir du moment où ils passent la ligne, ils savent exactement, au centimètre près, combien il leur reste jusqu'au mur. Et donc ils comptent les mouvements. Ils savent, c'est mécanique. Hein. 1, 2, 3, certains nageurs, quand on est très grand, en font 2, certains gamins en font 5 ou 6. Et donc, ils savent exactement où ils sont. Alors, je vais juste répondre par la question. Allez-y. Les championnats de France la semaine dernière, donc ça s'est très très bien passé. On a la chance actuellement d'avoir une très très grosse dynamique sur le groupe d'entraînement et sur le club en général, mais sur le groupe de haut niveau qui a un profil d'âge très jeune. Felipe est un des plus âgés à part Yannick qui a 22 ans, mais qui a 22 ans et lui-même, je considère ça comme un jeune homme. Felipe a 20 ans et il est un des plus âgés. Nous avons une génération de jeunes qui sont arrivés cette année dans le groupe, qui ont vraiment un profil général, qui ont, selon les différents paramètres qui font les sportifs de haut niveau, que ce soit psychologique, biomécanique et psychologique, un profil très intéressant. On se régale, les entraîneurs et tout le staff qui est autour de cette équipe première pour les préparer, et on a eu de très bons résultats la semaine dernière où les jeunes ont très très bien nagé. Alors bien sûr ils ne gagnent pas toujours, ils vont dans les finales, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans les 8 meilleurs français alors qu'ils ont parfois que 16 ou 17 ans, ce qui est remarquable, et quelques autres ont fait des médailles lors de cette compétition. Donc on s'est vraiment régalé dans un moment de la saison. La saison de natation, comme dans beaucoup de sports, va de septembre à septembre. On est très tôt, on est mi-novembre. On n'est même pas au tiers de la saison, et on a déjà réalisé de belles performances cette année. Donc on est très, très optimiste pour la suite de la saison et pour les moments qui nous restent jusqu'au jeu. Alors vous parlez de jeunes nageurs qui ont entre 17 et 20 ans. Et si mes souvenirs sont bons, il y a une époque où à 20 ans on arrêtait sa carrière. On arrêtait sa carrière dans la natation. Et des nageurs qui allaient au-delà de 25 ans, c'était très très rare.
Oui, alors il y a deux raisons. Il n'y a pas de raison, il n'y en a qu'une. C'est l'insertion professionnelle et c'est l'évolution de la natation et du sport de haut niveau où on a la chance, on a une double chance. On a la chance d'avoir eu des résultats au niveau international et donc d'avoir intéressé des partenaires. Et donc les nageurs de haut niveau, quand ils sont des champions du type du calibre de Yannick, gagnent raisonnablement bien leur vie. Je dis raisonnablement parce qu'on est évidemment très très loin des salaires du football ou du basket même, ou du rugby quand on parle des sports français. Ça représente combien ? En ce qui concerne Yannick, ça concerne plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord, donc lui il est champion olympique, champion du monde, c'est un nageur confirmé. C'est un des plus grands nageurs de la natation mondiale actuellement. C'est pas à vous que je vais apprendre que quand je vous donne ces chiffres, je vous dis pas ça net d'impôts. Et que donc le temps où il va toucher cet argent sera quand même relativement bref. 2, 3, 4, 5 ans, ça dépendra du temps où il va se maintenir au plus haut niveau. Et ça n'assure pas en tout état de cause l'intégralité de son existence. Yannick va devoir travailler comme tous les nageurs plus tard. Ça va lui permettre peut-être de s'acheter une maison, d'avoir un départ dans la vie qui sera plus facile. Mais on est très loin des salaires du football ou des grands sports ou des basketteurs américains. Là. Voilà, l'échelle de grandeur, elle est de cet ordre-là. La deuxième chose pour laquelle les nageurs durent plus longtemps, c'est que dans notre sport, et en particulier à Mulhouse, puisque dans notre structure, sur le centre d'entraînement, nous avons la chance de pouvoir former les jeunes, les nageurs aux activités de la natation, puisque dans notre sport, il y a une activité réelle et rémunérable pour des gens qui passent les diplômes, qui est le métier de maître nageur, qui est le premier, qui est le métier d'entraîneur de natation, qui est des différents brevets d'éducateurs que nous faisons passer dans notre structure et qui permet à tous ces jeunes, s'ils le souhaitent, d'avoir un métier de manière certaine à la fin de leur carrière. Ce qui à notre époque est quand même, compte tenu de la difficulté actuellement de trouver un emploi pour les jeunes, une voie, si ça les intéresse, qui est très intéressante et donc qui leur permet de durer dans leur carrière sportive. Ils ne le sont pas comme moi je l'ai été. J'ai 49 ans, j'ai arrêté de nager quand j'avais 20 ou 21 ans, tout simplement parce qu'il fallait que je travaille. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas, c'était des francs, il n'y avait pas un franc pour payer son appartement et pour manger. Donc à un moment donné, il fallait passer à autre chose. On est dans un autre statut pour les nageurs, notamment les nageurs mulhousiens. Donc, de manière concrète, le MON, c'est quoi exactement et que propose le MON justement aux nageurs de haut niveau et pourquoi des nageurs viennent vous voir vous? Alors peut-être qu'ils viennent pour l'entraîneur Lionel Horter, mais autour de vous, il y a toute une structure. Alors ils viennent évidemment pour un savoir-faire technique, de ma part bien sûr, mais aussi de toute l'équipe et qui est très large autour de nous, autour de moi, dans le groupe de haut niveau, autour de Felipe, autour de Yannick, autour des nageurs qui sont dedans. Il y a une quinzaine de nageurs qui sont dans ce groupe de haut niveau. Il y a 10 personnes qui travaillent. Alors 15 nageurs, hommes et femmes. Hommes et femmes. Il y a un médecin, un kiné, une préparatrice mentale, il y a 4 entraîneurs plutôt. Il y a Natacha Kranz que je vous présente d'ailleurs, que j'aurais dû commencer par là. C'est moi qui aurais dû commencer par là, je suis vraiment navré. Qui est chargée de mission chez nous au club, que certains peut-être ont connu dans d'autres missions récemment, les années précédentes, et qui nous a rejoints à la rentrée, qui a ses enfants au club, qui a fait son parcours chez nous et qui travaille à faire le lien dorénavant avec les Mulhousiens, avec les sociétés mulhousiennes, avec les collectivités. Il y a des gens qui travaillent encore autour de nous, qui sont des gens qui s'occupent de logistique. Quelqu'un comme Yannick, c'est la première fois où on se lance dans une opération comme celle-là, parce que le challenge de Yannick, vous le connaissez. Alors, non. Non, je pense que les gens non. Donc, c'est les Jeux Olympiques. Hein, c'est les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il est champion olympique en 2012 aux 200 mètres nage libre. Le challenge, c'est d'essayer de regagner les Jeux en 2016. C'est extrêmement difficile parce que dans notre sport, les gens ont du mal à durer les 4 années. Il y a un tel turnover. Les jeunes, c'est un sport où chaque année, des jeunes arrivent et bouleversent l'équilibre des compétitions de haut niveau. C'est très dur d'y rester parce que c'est un sport, quand on atteint le haut niveau, c'est 7, 8 à 10 ans de travail acharné. Et une Olympiade, c'est 4 années de plus. C'est très très long. Et donc, c'est très difficile. Il y a un nageur
de 2008 à 2012 qui a réussi à garder un titre. C'est Michael Phelps. De 2004 à 2008, il y a un nageur, il s'appelle Michael Phelps. De 2000 à 2004, il y en a un, il s'appelle Michael Phelps. Voilà, c'est le phénomène mondial. C'est le phénomène. Sur les 12 dernières années, il n'y a pas un nageur, homme et femme, qui a réussi à garder son titre sur l'Olympiade suivante, à part Michael Phelps. Donc voilà, c'est la mesure du challenge, mais bon, on y va, on croit en ce qu'on fait, on a foi. De toute façon, à viser les étoiles, on voit toujours quelque chose de beau à l'arrivée. C'est un peu notre façon de fonctionner au club et dans ce qu'on fait. Et j'ai vraiment confiance dans le talent d'Yannick et dans son investissement. C'est un garçon remarquable et intelligent. Et donc, on se mobilise pour essayer de faire face à ce défi. Alors, je parlais de Felipe, je parlais d'Yannick. Il y a des gens qui s'occupent de diététique. Il y a des gens qui s'occupent du suivi logistique de Yannick et donc de Felipe également aussi. Donc, il y a une dizaine de gens qui travaillent autour de ces sportifs de haut niveau. Mais si vous voulez, on va prendre un exemple concret. On peut demander à Felipe de s'exprimer. Il y a un micro ici. Quelle est la journée type d'un nageur de haut niveau ? Ça commence par quoi ? Est-ce qu'on se lève tôt ? Est-ce qu'on voit... voilà, donc il y a un préparateur physique. À quel moment on rencontre le préparateur mental ? Quelle est votre journée type ? Alors... Allez-y, on n'est pas très nombreux. Normalement, l'entraînement c'est à 7h15 en salle. Alors, la plupart des nageurs habitent en face de la piscine, donc le réveil c'est à peu près 15 minutes avant. Ça, c'est quand on est jeune, c'est pratique. Oui. Histoire de bien profiter, ouais, de bien dormir. On arrive en salle, on a 15 minutes où on doit s'échauffer, s'étirer. Et puis après, on a la musculation. On a 1 heure de musculation. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours, oui. 7 jours sur 7, quasiment. 5 jours sur 7, la musculation. Ensuite, ce qui va suivre, le reste, c'est 6 jours sur 7 pour ce qui va suivre. Après la musculation, on a à peu près 10 minutes avant de plonger dans l'eau, 2 heures dans l'eau. Ça dépend de la période de l'année. On est entre 5 et 10 km par entraînement. Après... En 2 heures ? Oui. 2 à 3 heures. Moi, je ne me rends pas compte. 2 à 3 heures. 2 à 3 heures, 10 km. 2 à 3 heures. Ça dépend du groupe aussi. Il y a le groupe sprinter et le groupe demi-fond. Bon, après la séance d'entraînement, on rentre chez nous à peu près vers 11h, 11h30. Le temps qu'on se fasse à manger, le temps qu'on fasse à manger et on mange, il est déjà 12h30. Après, ça dépend des nageurs, on peut faire une sieste ou pas. Moi, je fais une préparation de médecine à côté de la natation, donc je révise à peu près 2 heures. Et les entraînements reprennent à 15h30, donc si on a le temps de faire une petite sieste avant, on l'a fait. Et après 15h30 dans l'eau, encore 3 heures, c'est entre 5 et 10 km encore une fois. Après l'entraînement, on a à peu près une demi-heure d'étirement. Chacun fait ça personnellement. Et après on rentre chez soi, on se fait à manger, et on révise et puis on dort. Alors vous n'avez pas le temps. C'est un sacerdoce, ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de faire autre chose. Vous n'avez pas le temps d'aller au Shamrock à côté, j'imagine, boire une bière. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment une routine. On fait ça tous les jours. Si on n'a vraiment pas le temps de voir. C'est vraiment entre nageurs, on est une famille, quoi. On se voit tous les jours. On voit pas d'autres personnes, quoi. C'est vraiment une famille soudée et on s'entend super bien. On est tout le temps ensemble, quoi. Alors, je vais juste parler de Felipe 2 secondes parce que je crois pas qu'on l'a fait non plus. Donc Felipe Contardo est franco-chilien. Il est venu à Mulhouse il y a 3 ans sur notre structure parce qu'il avait rencontré des gens qui avaient déjà fait la même démarche, qui étaient eux franco-brésiliens et qui venaient du Brésil à l'époque. Il les avait croisés en Amérique du Sud et son papa est lorrain et sa maman est chilienne.
Et il nous a écrit pour savoir s'il pouvait venir sur la structure. Il est arrivé il y a 3 ans. Il a fait un choix fort parce que, ayant la double nationalité, il pouvait représenter les couleurs du Chili, ce qui aurait été beaucoup plus facile pour lui, notamment aux Jeux Olympiques, ce qui est son rêve. Et il a préféré faire le choix il y a 2 ans de prendre la nationalité française en ce qui concerne sa nationalité sportive, puisqu'il garde la double nationalité civile. Et en ayant fait ce choix, il s'est engagé dans quelque chose de très difficile, de très ambitieux. Et il a eu son bac brillamment il y a 1 an, et il a choisi pendant 2 ans de se consacrer complètement à la natation jusqu'au jeu, jusqu'au mois d'avril 2016. Et de parallèlement pas hypothéquer l'avenir et de continuer à faire une préparation spécifique de première année de médecine qu'il fait à Strasbourg, où il va 1 fois par semaine à Strasbourg complètement, quasiment. Donc la séance du vendredi matin, en ce qui nous concerne, est un tout petit peu tronquée, mais on l'accepte évidemment compte tenu de son parcours. Et ensuite toute la semaine, il a le travail personnel qu'il fait en plus de ce que font les autres nageurs. C'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit présent avec nous ce soir, parce que c'est assez représentatif de ce que nous faisons. Yannick est niçois, nîmois plutôt d'ailleurs, et nîmois avec qui aux États-Unis nous a rejoint. Felipe vient du Chili. Nous avons sur notre structure plus de la moitié du groupe de gens qui viennent de partout du monde pour essayer d'être le plus performant possible et pour essayer de réaliser leurs rêves. Parce que vous avez entendu l'engagement que ça sous-entend. C'est un apprentissage de la vie et un apprentissage tout court avant presque une aventure sportive, un parcours personnel pour aller au bout de soi-même. Et c'est comme ça que nous on le place. Et c'est comme ça qu'on le vit d'ailleurs, nous aussi, l'encadrement. Même si on ne fait pas dans l'eau, on n'est pas dans l'eau en train de faire les kilomètres avec eux. Et Felipe est assez emblématique de ce que nous faisons actuellement dans notre structure et dans notre groupe. Alors ce qu'il oublie de dire, des petits détails, c'est que le matin, entre sa séance de musculation et la mise à l'eau, il a un petit moment où il y a une collation qui est organisée chez nous dans la piscine. J'ai demandé, il mange à un moment quand même. Il y a une collation. Il se lève le matin, il va dans l'eau. Non, il mange une première fois chez lui, il remange. Il paraît qu'il ne faut pas trop manger avant d'aller dans l'eau, c'est ce qu'on nous apprend. Oui, enfin quand on nage, ce qu'ils font, alors un chiffre aussi, on aura temps des chiffres ce soir. Un nageur de haut niveau, c'est entre 5 à 10 000 calories par jour. Et je vous engage à ne pas suivre cet exemple parce que. Et Felipe, il a 6% de matière grasse, donc je peux vous garantir, si vous le voyez, il est extrêmement sec. Le jeu évidemment, c'est d'être le moins de graisse possible. Il y a des demandes, Felipe, si jamais vous avez trop chaud, vous pouvez enlever une couche. Tu peux enlever le jeu étant d'avoir le moins de graisse possible. Alors il est très affûté maintenant parce qu'on sort de compétition. Évidemment, dans les périodes à 2 mois de la compétition, il vaut mieux qu'ils aient un petit matelas de sécurité. Parce que ce matelas de sécurité, vous savez, cette masse graisseuse sur un sportif de haut niveau, quand elle est absente, quand elle disparaît, et que s'il perd ensuite 1 kilo ou 2, c'est la masse musculaire qui disparaît. Et donc là, on va à l'encontre de tout ce qu'on est en train d'essayer de construire, parce que quand on commence à bouffer sa masse musculaire, tout simplement, on va moins vite, on est moins fort. Alors, de quelle manière vous sélectionnez vos nageurs? Donc il y a un groupe restreint, 15, ils viennent du monde entier. Donc j'imagine qu'il y a des sélections, il doit y avoir certainement des critères sportifs forcément, mais il doit y avoir de gros critères psychologiques parce que ce qu'on demande à ces athlètes, ça paraît hors norme par rapport aux autres sports en tout cas. Alors effectivement il y a des critères, tout ça c'est très organisé. Nous faisons au printemps en général, vers le mois de mai, nous prenons tous les gens qui sont candidats chez nous, nous leur demandons de venir même s'ils viennent de l'autre bout du monde. Felipe est venu du Chili à l'époque, il a passé 1 semaine ici. Parce qu'il n'y a pas une jeune fille ou un jeune garçon qui viennent chez nous sans que nous ayons pu les voir et qu'eux aient pu nous voir aussi. Donc il y a cet échange, ce premier échange. Ils ont des performances, il y a un niveau de performance qui est requis. Bien sûr, il n'est pas au centième près. Il y a des paramètres humains qui comptent. De temps en temps, il y a des paris qui sont pris. Et d'autres parfois qui rempliraient toutes les conditions et que nous ne sélectionnons pas dans la structure. Donc ça reste toujours une aventure humaine, une grande et une belle aventure humaine parce que c'est avant tout cela, ça dure des années. Pour faire un nageur finaliste aux Championnats du Monde, aux Jeux Olympiques, il faut s'entraîner entre 7 et 10 ans. En partant non pas de zéro mais en partant déjà d'un certain niveau, donc c'est vraiment une aventure au long cours et il faut évidemment des qualités psychologiques, mais en général les gens qui frappent à notre porte les ont.
En général, ils ont déjà dans leur parcours démontré des choses sur le plan psychologique et sur le plan physique. Et les choses se font finalement de manière assez naturelle. Il arrive parfois qu'il y ait des échecs, ça fait partie de la vie. On essaye, nous, d'organiser les choses de la meilleure façon possible ensuite d'accompagner les gens pour que le retour à une vie entre guillemets normale et à un parcours universitaire et autres ou scolaire se fasse de la manière la plus adéquate possible. Ça, c'est pour les gens qui viennent de l'extérieur, parce que je vous ai dit tout à l'heure que la moitié des gens environ venaient de l'extérieur. Et grâce au fait que depuis 3 ans, nous avons ce centre d'entraînement, il y a 4 ans, nous n'avions plus personne qui venait de Mulhouse. L'intégralité de notre équipe était des gens qui venaient de l'extérieur. Actuellement, maintenant, 3 ans plus tard, ça fait 3 ans qu'on a le centre, la moitié de l'équipe est formée sur Mulhouse, et la grosse tendance naturelle, évidemment, c'est non pas de privilégier, mais c'est de travailler dans nos écoles de natation, en amont de ces jeunes qui ont 15, 16, 17 ans quand ils arrivent chez nous, de les former de la meilleure des façons possibles pour que ces gens-là, pour que les jeunes Mulhousiens, pour que les gens qui sont dans notre environnement et qui forcément auront un tout petit peu plus de facilité, parce que Felipe voit ses parents 2 ou 3 fois par an depuis 4 ans, un âge où on a besoin de ses parents, c'est difficile. Tous nous autour de lui, on essaye de compenser, mais voilà, rien ne remplace la réalité familiale. Et c'est vrai que dans cet engagement total, l'équilibre familial est un petit plus qui peut participer à l'éclosion d'un sportif de haut niveau. Alors en tant qu'entraîneur, parce que c'est quand même votre boulot, qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va allumer quelque chose chez vous? Qu'est-ce qui va faire qu'un nageur vous dit tiens, celui-là il a quelque chose? Parce que bon, quand on les voit dans l'eau, quand on est profane, bon, on voit des gens qui nagent, on se rend pas compte de la vitesse, on se rend pas compte on se rend compte de rien. Donc qu'est-ce qui fait que vous arrivez à détecter quelque chose chez un nageur? Comme dans toute activité professionnelle, les milliers d'heures que vous avez passées, vous tous, dans votre activité bien spécifique, à soit à regarder, soit à pétrir, soit à calculer. Il y a tellement d'exemples. En ce qui me concerne, c'est plutôt l'œil. J'ai passé je ne sais combien de milliers d'heures à regarder les nageurs. Et effectivement, il y a des choses qui m'apparaissent de manière assez évidente. Voilà, c'est tout simplement, en ce qui concerne nous tous, hein, c'est l'habitude professionnelle d'être confronté à la réalité de notre activité qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui apparaissent. Il y a des gens qui disent que le talent, ça n'est qu'une somme que le résultat de la somme du travail. Et y compris dans vos travails à vous, de chef d'entreprise ou de responsable de différents secteurs, votre talent n'est que le résultat d'une grande partie d'un travail fait par vous-même, par nous tous, et qui fait qu'on peut exprimer des choses. Et en ce qui me concerne, c'est détecter des gens. Alors, pour revenir à votre parcours à vous, vous avez été vous-même champion de France de natation, et vous me racontiez que vous avez fait un séjour aux États-Unis. Et quand vous êtes revenu, quelque chose s'est cassé au niveau de la natation. Je ne sais pas ce que j'ai ce soir, et pourtant j'ai rien bu. Au niveau de la natation, c'est-à-dire que vous avez vu une grosse différence entre un système américain universitaire et un système français. Et vous avez dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui a fait que vous êtes devenu entraîneur. Expliquez-nous la différence des systèmes. Et effectivement, je suis parti en 1987, ça ne nous rajeunit pas. Je suis parti à l'université de Southern California, c'est USC pour les gens qui connaissent Los Angeles. J'ai passé une année là-bas, et quand je suis revenu, de manière claire, ce qu'on vivait à l'époque, parce que là, on a notre centre d'entraînement depuis 3 ans, mais bon, vous savez, dans les années 2000, il y a eu Roxana Maracineanu, il y a eu Amaury Levaux, il y a eu Laure Manodou. On fonctionnait dans la piscine municipale de Lilleberg, mais déjà quand même de manière beaucoup plus structurée. Mais quand on parle de 1987, on nageait en largeur, sans drapeau, par exemple. Alors, en largeur, pourquoi en largeur? Parce qu'à l'époque, la piscine municipale de Lilleberg était configurée en largeur pour les scolaires, tout simplement. Ce qui est une préoccupation tout à fait noble, hein, de la part des collectivités et des enseignants et des écoles, mais voilà, la part de la préoccupation de tous ces gens-là de la performance sportive était complètement inexistante. Donc on nageait en largeur sans drapeau. On avait déjà, en 87, j'avais déjà Roxana Maracineanu dans le groupe, qui avait 13 ans.
Et elle est devenue championne du monde en ayant fait les 3-4 premières années de son programme d'entraînement sans drapeau en dos. Voilà, par exemple, à notre époque maintenant, ce ne serait plus possible parce que Roxana est devenue championne du monde avec des virages très faibles. En 2014, c'est impossible. Tous les gens qui sont dans une finale mondiale sont des virtuoses du virage. Donc voilà, et donc quand je suis revenu, les choses étaient très différentes. Pour ceux qui connaissent le système américain, ces grandes universités magnifiques, qui sont j'ai envie de dire des produits de la société américaine en termes d'éducation, avec un campus, avec une vie étudiante, où dans la société américaine, les jeunes sont choyés par leurs parents jusqu'à 18 ans, et à 18 ans, on leur dit va le plus loin possible, et vis ta vie pendant 4 ans, et les enfants sont autonomes. D'ailleurs, le mot autonome est d'une certaine façon bien plus utilisé chez eux tout au long du parcours, où l'autonomie des jeunes, la responsabilité des gens et des choses est dans la société anglo-saxonne beaucoup plus précoce et beaucoup plus développée que dans nos sociétés françaises. Et donc quand les jeunes arrivent à 18 ans dans ces universités, ils ont une vie étudiante incroyable, des équipements sportifs hallucinants, qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas le système, payés par les plus grandes équipes de sport universitaire chez eux, qui sont le football américain et le basket. Les équipes de football américain et de basket génèrent des revenus de plusieurs centaines de millions de dollars pour chaque université. USC, c'est un stade, le Memorial Coliseum, pour ceux qui sont déjà allés à Los Angeles, c'est 90 000 spectateurs à chaque match de l'équipe de football américaine universitaire. C'est des revenus colossaux, des partenaires, etc. etc. Il y a un système qui est extrêmement bien fait dans le parcours professionnel, je veux dire footballeur américain professionnel, pour aller jouer dans la Ligue mondiale, dans la Ligue professionnelle, les gens sont obligés de passer par l'université. Et quand ils sont à l'université, ils ne sont pas rémunérés. Donc pour les universités, c'est tout bénef. Elles ont des futurs cracks du sport mondial qui ne rémunèrent pas, et eux, ils ont des recettes incroyables. Et toutes les activités sportives ensuite de l'université sont payées grâce à ça. C'est vraiment un système qui est très bien fait. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour dire qu'il a peut-être un peu vieilli par rapport à notre société maintenant, mais en 87, on était à la préhistoire, nous, de l'organisation du sport en France. Et les Américains avaient déjà ce système qui était très abouti. Sur les pays de l'Est, en 87, le rideau de fer n'était pas tombé. Tout le bloc communiste avait des sportifs d'État, dopés, bien sûr, mais des sportifs d'État, où les gens ne se posaient pas la question, comme dans nos sociétés, ou aux États-Unis, où il y avait un vrai parcours à faire. Donc voilà, ça c'était la situation du sport en 1987. Maintenant, en 2014, le rideau de fer est tombé. Dans les pays de l'Est, les sportifs vivent la même vie que chez nous dorénavant, avec les avantages et les inconvénients. Les Américains ont toujours ce très beau système. Je dirais qu'il a peut-être un peu vieilli, parce que 20 ou 30 ans plus tard, ils sont restés dans la compétition pure interuniversitaire américaine. Et les Américains sont très nombrilistes. Parfois, ils ne savent même pas où est la France et ce qui s'y passe. Et donc, dans le concert des sports mondiaux, actuellement, j'ai le sentiment, en tout cas en natation, que parfois maintenant, ils se tirent une balle dans le pied. Ils sont tellement centrés sur eux-mêmes, tellement centrés sur leur système qui est magnifique, mais qui parfois est moins performant que des systèmes français ou d'autres pays, où on a rattrapé notre retard en termes de connaissances, rattrapé notre retard en termes de structure. La preuve, la piscine maintenant qui est à Mulhouse, rattrapé notre retard en termes d'accompagnement social, qui fait que quand on a un talent, quand on a des talents, on est capable parfois de les battre. D'ailleurs, excusez-moi, quand on bat les Américains sur le 4x100 mètres nage libre à Londres aux Jeux Olympiques, c'est une hérésie, c'est anormal. Ils sont 270 millions d'habitants, ils ont des bassins comme le nôtre à Los Angeles, il y en a 200. Chaque université, chaque high school, ça veut dire chaque collège a un bassin, c'est anormal. Donc ça veut dire que si on les bat, quelque part, on travaille beaucoup mieux qu'eux. Et donc, en revenant des États-Unis, est-ce que vous dites je vais devenir entraîneur et je vais essayer d'arranger les choses? Ça se passe de quelle manière? Ça se passe de la façon qui est que j'ai un frère qui s'appelle Franck Horter, qui travaille qui est chef d'entreprise aussi à Mulhouse, qui distribue du textile, qui s'appelle une marque qui s'appelle Tyr, et qui était dans ce groupe en 1987. Et quand je suis rentré, je lui ai dit écoute, voilà, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Je ne vais même pas trop raconter, mais moi, très vite, au bout de quelques séances dans l'eau, je me suis rendu compte que c'était plus possible. C'était rouler en Ferrari et revenir à rouler en Solex.
Donc voilà, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait aucun plaisir. Et mon frère à l'époque m'a dit écoute, qu'est-ce qu'il faut faire Et de fil en aiguille, séance après séance, je me suis un peu investi là-dedans et puis je me suis retrouvé rapidement à entraîner. Notre système en France est assez bien fait. Quand vous voulez travailler dans le monde du sport, il y a des règles et des diplômes à passer. Donc vite, pour pouvoir être en règle, j'ai passé les premiers diplômes et de fil en aiguille, je me retrouve devant vous ce soir.